bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, on va démarrer par un petit sommaire. On va s'intéresser d'abord ce matin au tri des déchets. Sommes-nous bons élèves en Bretagne? Quels bons gestes adopter pour bien jeter ou même encore mieux, essayer de limiter nos déchets? Nous ferons le point avec Pierre-Marie Rousseau de l'ADEME. Du côté de l'emploi, notre expert en recrutement Sébastien Naud s'est justement penché sur les métiers du développement durable. Il recrute énormément, mais il trouve difficilement des profils qualifiés. Alors on fera un point avec lui. Il sera aussi question de santé dans cette émission. La dénutrition fera l'objet d'une journée nationale de sensibilisation le jeudi 4 avril. À l'hôpital, elle concerne, et on ne le sait pas forcément, 30% des patients hospitalisés. Comment lutter? Eh bien, nous verrons cela avec le professeur Ronan Thibault, responsable de l'unité de nutrition du CHU de Rennes. Nous ferons également le point sur le SIDAction qui aura lieu ce week-end dans toute la France et bien entendu dans notre région. Nous ferons le point donc avec le docteur Cédric Arvieux, président du Corévi Bretagne. Et puis vous le savez, le 31 mars signait la fin de la trêve hivernale. Les expulsions de logements peuvent donc reprendre. Avec Sophie Pumayou de l'ADIL, nous verrons ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là. Voilà, bienvenue à vous tous en ce lundi matin. Bonjour à tous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma chère Catherine. Vous Bonjour. nous avez manqué, dites donc. Oui, ça va bien? Oh, ça va bien. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, le tri des déchets? Écoutez, je vais résoudre la question tout de suite. Il faut interdire les déchets. Voilà, ça c'est mon avis. Je pense qu'il faut tout interdire. Vous proposez quoi pour ça? J'ai un fais-moi la programme. maline, Je là. garde mon programme pour les prochaines élections. Non, il faut les interdire. Mais pour des raisons simples, c'est pas parce que ça tue les tortues qui les bouffent, les poissons, les oiseaux aussi. Quelque part, j'ai envie de dire, ça c'est la sélection naturelle. Si tu manges du plastique, bon bah voilà. Mais, C'est pas fantastique. Oui, Voilà. non, c'est pas fantastique. Petit clin d'œil à nos amis nantais d'Elmer Footbeat. Oh oui, c'est vrai, qui sont passés, dis donc. On reçoit du beau monde. Eh oui. Non, mais les déchets, c'est bien connu, et ça c'est la compagnie créole qui le disait, ça fait mourir les oiseaux, ça fait mourir les abeilles. Non, les abeilles, ça c'est fait les chanter, pesticides. normalement. Oui, pardon, je me trompe un peu de parole. Non, beaucoup de déchets, on va en parler, je pense aussi. Et puis à croire qu'à mon avis, bonjour et bienvenue sur France 3, bon matin, je pense qu'on va tous crever sous nos déchets. Mais bon, ça c'est autre chose. Et c'est pas pour ça qu'il faut les interdire, c'est pour la paix des ménages. Le nombre de disputes sur chérie, est-ce que t'es allé porter les poubelles? Voilà, ça se compte, c'est très grave et ça a un vrai impact sociétal. Voilà. Donc il faut en parler. Et puis aussi, quand on va chez des amis pour le tri, on va parler de tri, c'est tu mets ça dans cette poubelle, toi. Le nombre d'amitiés qui ont été déchirées, pire que le Monopoly. Vraiment, il faut en parler. Et voilà, tu mets ça là. Est-ce que vous auriez... Où est votre composteur? Voilà, je le sais parce qu'en général, c'est moi, la personne qui pose ces questions terribles. Vous êtes pour la paix des ménages. Donc quoi. voilà, donc il faut interdire les déchets justement pour éviter ce genre de problématiques au quotidien. Et puis tout le monde sera bien content, je pense. Après, vous nous en direz plus sur comment le faire. Ouais. Mais voilà. Merci Catherine. Merci à vous. Vous restez avec nous de toute façon tout au long de cette émission. Pierre-Marie Rousseau, bonjour. Comment le faire justement? C'est la question que posait Catherine. Vous êtes un ingénieur économie circulaire à l'ADEME Bretagne. Est-ce que les Bretons produisent beaucoup de déchets, plus qu'ailleurs ou pas? Alors, je vais aller dans le sens de Catherine. Effectivement, on produit des déchets. Ça c'est la nature humaine qui l'engendre. En Bretagne, alors si on peut juste retenir un chiffre, un habitant breton produit en moyenne 680 kilos par an, donc ça fait presque 2 kilos par jour. C'est assez conséquent parce que trop. C'est beaucoup. Quand on le compare, par exemple, à la moyenne nationale qui est de 570 kilos par an et par habitant. Donc on produit quand même beaucoup de déchets, pas mal de déchets en Bretagne, effectivement. Bon, alors vous savez quoi? On va faire un petit point en images avant de revenir justement sur le tri. Les déchets en images tout de suite, le tri des déchets. Dans quelle poubelle ça va, ça déjà? La jaune? La rouge? À moins que ça soit la bleue. Le tri des déchets, quel casse-tête! Mais au fait, à qui le doit-on? Il faut remonter au temps de François Ier, où on commence à avoir l'idée de collecter les déchets que les gens avaient la fâcheuse tendance à jeter par les fenêtres. Alors forcément, ça faisait désordre. Plus tard, un petit malin a compris qu'en les dispersant dans les champs, certains déchets pouvaient servir d'engrais. D'autres pensent même à récupérer ce qui peut être transformé ou revendu. Bois, peaux d'animaux, métaux, tout y passe. C'est comme ça que naît le métier de chiffonnier. En 1884, le célèbre préfet de la Seine, Eugène-René Poubelle, impose aux Parisiens de jeter leurs ordures dans un récipient fermé, qui porte son nom aujourd'hui. Quel bel hommage!
Et depuis le temps du préfet poubelle, on en produit des déchets. Si le métal a toujours été beaucoup recyclé, surtout en temps de guerre pour faire des armes, pour le reste, on a pas mal tardé. Pour faire la guerre, il y a du monde, hein. Mais pour trier ces déchets, c'est une autre histoire. Le premier centre de tri français sort de terre en 1983 à Dunkerque. Bravo les ch'tis. Mais ce n'est qu'en 1995 qu'on voit débarquer des poubelles différentes chez les particuliers. Aujourd'hui en France, chaque habitant produit plus de 500 kilos d'ordures par an. Une petite vache quoi. De tout ça, grosso modo, 20% part au recyclage. C'est pas énorme, mais ça progresse. Allez, hop hop hop, on ne faiblit pas. Poubelle jaune, poubelle bleue, poubelle jaune, poubelle bleue. Alors voilà, justement, ça nous amène au tri. Hein. Est-ce qu'il y a des spécificités bretonnes en termes de tri? Alors oui, il y a des spécificités bretonnes. Ce que je voulais dire tout à l'heure, effectivement, on produit 680 kilos par an et par habitant au niveau de la Bretagne. Fort heureusement, l'habitant breton est un bon trieur. C'est-à-dire que sur ces 680, pour ne parler strictement que des emballages ménagers, par exemple le carton, le verre et puis les papiers, on arrive à en trier, les habitants en trient à peu près une centaine au sein de ces 680. Donc une centaine de kilos, c'est pas rien. Parce qu'au niveau national, on trie en moyenne sur les mêmes types de déchets 75 kilos. Donc on est bons élèves. On est quand même bons élèves en termes de tri. gestes de tri. En termes de production de déchets, on n'est pas forcément les meilleurs, mais en termes de tri et de conscience environnementale, pour bien mettre son déchet dans la bonne poubelle, on est plutôt bon. Alors, rentrons un petit peu dans le détail, justement, en termes de tri. On sait, par exemple, qu'aujourd'hui, une bouteille sur deux est triée en Bretagne. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas forcément aux flacons, alors, comme ça. Alors, on pense à la bouteille d'eau classique. Effectivement, donc la bouteille d'eau, donc qui se recycle plutôt pas mal au niveau national et même dans le monde. On pense souvent à la bouteille et les flaconnages en plastique qui sont dans la cuisine. Et puis, dès qu'on arrive dans la salle de bain, bizarrement, on a tout oublié. Mince, on oublie tout. Alors que le flaconnage de shampoing, le flaconnage de produits douche, etc., se recycle effectivement très bien, à l'instar de la bouteille d'eau. En ce qui concerne le verre. Alors le verre se recycle très très bien, à l'infini, sans perte de matière. Donc tout le verre d'emballage, donc ça c'est effectivement très bénéfique. Le verre, on en trie beaucoup, notamment au niveau breton. Alors, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Par exemple. J'ai apporté ce petit verre à vin. D'accord. Alors, très souvent, on pense que ce verre peut partir dans le conteneur vert, justement, qui est au bout de la rue, en mélange avec les bouteilles, les bocaux, etc. Alors, le fait est, c'est que c'est un verre qui n'est pas composé de la même manière que le verre d'emballage. Donc, il va en fait faire office d'un petit peu de perturbateur dans le processus de recyclage de verre d'emballage. Donc, il ne faut pas le mettre. Quand il est cassé, bien entendu, hein, j'aurais pu apporter un verre cassé, là, c'est pas le cas. Mais il ne faut pas le mettre dans la poubelle de recyclage pour le verre. Il faut bien le mettre dans la poubelle normale, la poubelle grise, qu'on va appeler la poubelle grise. Alors, on continue. Tiens, vous pouvez peut-être nous faire un petit test. On va voir si on est bon, ça, nous aussi. Avec plaisir. Alors, dites-nous, attention. J'ai emporté ces petites choses-là, je ne sais pas si on les voit bien. Ici, ce sont des piles. Une pile. Allez. Alors, les piles, quelle poubelle? C'est le bac spécial, ça. C'est le bac spécial, oui. oui. Dans les supermarchés. Oui. Très bien, impeccable. Ah, on est pas mal. Allez. Supermarché, magasin de bricolage. Alors surtout, et parce qu'il y a une petite poubelle barrée dessus, on en parlera tout à l'heure, je pense, il faut absolument pas les mettre dans le bac gris. C'est des produits qui sont extrêmement polluants. Et les mettre, par exemple, dans un bac spécial en supermarché ou en grande surface de bricolage, par exemple, ça va permettre de les traiter. Et puis on va pouvoir récupérer, par exemple, du zinc dedans. Le zinc sert à refabriquer de la toiture ou alors des gouttières. D'accord. Allez, un autre objet qu'on voit. Je vous ai apporté une enveloppe. Alors, il y a de la colle. Moi j'aurais mis poubelle jaune. Poubelle jaune. Très bien, bravo. Poubelle jaune. Et l'enveloppe On est avec pas la mal. fenêtre. Ça, je ne sais pas. Là, l'enveloppe avec la fenêtre. Je Ça, pas fait de différence. Moi. Oui, pas de Alors ça, oui, différence. maintenant, bravo. Avant, non. Alors, il y a eu une école. Alors voilà. Bravo. Non, mais alors, Alors, Catherine. ça évolue, en fait. Alors ça évolue, Voilà. oui, tout Les à fait, ça consignes de évolue. tri. Ça évolue parce qu'à une époque, les enveloppes avec fenêtre n'étaient pas trop acceptées. Maintenant, le process de recyclage permet de traiter spécifiquement et de retirer l'enveloppe. Et donc, on garde le papier pour être recyclé. Ça se recycle jusqu'à 7 fois, la fibre papier. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Alors, autre petit test. Alors, allez. Ah, ça. Alors, le pot de peinture. Ça, je mets pas. Déchetterie. Déchetterie. Il y a un bac Déchetterie. spécial à la déchetterie. Alors effectivement, la déchetterie, tout le monde la connaît. C'est des petits sites qui sont clôturés, gardiennés. Il y en a environ 300 en Bretagne. Vous voyez qu'il y a un maillage qui est extrêmement élevé. Et donc, il faut bien les apporter en déchetterie, ne surtout pas les mettre dans les bacs gris. On est sur des produits qui sont polluants et qui, donc, du coup, s'ils sont déposés en déchetterie, vont être traités proprement et en protégeant l'environnement.
Allez. Alors- Coton-tige. Ah, ou le sopalin d'abord. Allez, cette pas le- petite chose. Essuie-tout. Moi, je mets Emballé. sur du jaune. Jaune. aussi, ouais. Bac jaune. recyclable. Et dans Tout à les fait. lombricomposteurs Tout à fait. aussi. Alors, on peut le mettre dans le composteur, effectivement, ça peut Ouais. très bien se composter. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Et puis ça, c'est une petite erreur, souvent. Le qu'on- coton-tige. Le coton-tige. Ouais. Bah, Poubelle grise. Bah, Je vois qu'on a une spécialiste. on a triché. Ouais, C'est vrai que J'ai révisé, en fait. pendant un moment, le coton-tige. ouais, Alors on le oui, mettait quand le on va dans les recyclage. centres de tri, on va en voir un tout à l'heure. Quand on va dans les centres de tri, malheureusement, on voit beaucoup de coton-tige et de couches bébés aussi. Ah, d'accord. Bien Et souvent. pour les hygiènes féminines aussi. Aussi. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est bien dans le bac gris, dans le bac de non recyclable. Ok. Ouais. Alors, la canette. La canette, oh bah ça, alors le métal, ça se recycle à l'infini à 100% aussi. Ok. Voilà, donc, Donc- je donne déjà la réponse, mais Ouais. je pense que tout le monde l'avait en tête. Et puis j'ai apporté un pantalon. Ça, oui. je- Bah, ça, Oui. Bac, ça, il y c'est a des le- bacs vêtements. Les souvent, relais, les bacs vêtements. les- déchettés. Il y a des bacs à vêtements, Ouais. effectivement. Allez, maintenant je continue. Le pantalon. Ah les- ouais. Oui, là, ouais, non. Ceci Alors- dit, il faut continuer à le porter, ça va, c'est la mode. C'est pas mal, hein Ah Il est ouais. sympa. Ouais. Pour une soirée grunge. Alors, même s'il est trouvé, moi, je pense qu'on peut le mettre dans le bac à vêtements. Bah oui, j'aurais Ouais. dit ça aussi. Eh ben oui. Il faut savoir que tout ce qui est déposé dans le bac à vêtements, il y a à peu près 60% de ce qui est collecté qui est renvoyé pour la revente. Et 40% qui, bah, là par exemple, hein, sur ce pantalon qui est complètement troué et hors d'usage, on en fait soit du chiffon, soit de l'isolant, ou alors du rembourrage d'oreiller. Voilà. Donc, de toute façon, ça va servir. et Ça va servir. Ce sera recyclé. On termine avec le journal. Oh bah le papier journal. Oh, le papier journal, ça c'est Ouais. facile. C'est journal. Ouais. Mais j'ai choisi un numéro quand même. Voilà. Le va reste du super stock bien au le plastique jetable. Il y a des choses qui vont changer. Alors effectivement, la vaisselle Oui, en tout ce qui est plastique jetable en 2020 en France va être interdit. Donc les pailles, par exemple, qui posent énormément de problèmes parce que ce sont des petits objets, donc ça a tendance à se balader et à voler au vent. Donc on peut dire que c'est joli, mais non, finalement non, parce que le plastique quand même qui se balade comme ça, c'est pas terrible. Et tout ce qui est vaisselle jetable, donc les assiettes en Les plastique, les assiettes. couverts en plastique, vont être interdits à partir de 2020. Donc fort heureusement, Donc, c'est il y a- demain. il y a de quoi remplacer ces éléments-là par des produits beaucoup plus durables. Ouais. Les assiettes classiques. D'ailleurs, l'assiette en porcelaine et l'assiette en pyrex, c'est encore une erreur de tri, dites-nous. on Alors avait ça, eu c'est un piège, à par l'instar, exemple, elle est cassée. ouais, effectivement, à l'instar du verre en verre. L'assiette en porcelaine ou l'assiette en pyrex, parce que le pyrex en plus ressemble beaucoup au verre. Hein. Donc ça, on ne le met pas dans la poubelle de recyclage de verre, parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de verre. Et alors le porcelaine, bien entendu, là, on n'est même pas sur du verre. Mhm. Bon, merci. On continue à parler tout à l'heure avec vous du tri des déchets, Pierre-Marie. Et pour l'instant, on va justement, puisqu'on va rester dans cette veine-là, on va parler avec vous, Sébastien, des métiers du développement durable Tout à fait. Alors, qui recrutent. on va dans un deuxième temps parler de la Ouais. RSE. Oui. On en entend de plus en plus parler. Donc depuis 2010, il y a une norme même qui justement a été mise en place pour accompagner les entreprises dans cette responsabilité sociétale. Mais juste avant, je voulais parler d'une société qui s'appelle MCA Process, qui est à Quimper, dans le Finistère Sud. Je précise parce que Finistère Nord, Finistère Sud, hein, Catherine, tu le sais, des fois c'est compliqué. C'est comme la poubelle jaune et la poubelle verte, vous voyez, c'est un peu... Alors, MCA Process, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle de la machine spéciale. Donc, c'est-à-dire que, imaginez, Laurence, vous avez envie de créer des hamburgers à la chaîne. Mais c'est mon rêve secret. Voilà, c'est ça. Je ne savais Eh bien, pas. pour créer ces hamburgers, il faut, à un moment donné, faire venir des pains, les cuire, les superposer, la viande, les sauces, la salade, tout ça. Puis à la fin, l'hamburger est là. Et pour ça, il faut des robots et des machines. Eh bien, ces machines et ces robots, vous avez un bureau d'études qui va étudier la chose, et puis vous avez ce qu'on appelle un automaticien. Un automaticien, c'est le monsieur ou la dame qui va régler les machines et va les mettre en place du début jusqu'à la fin. Eh bien, MCA Process recherche un ou une automaticienne. Justement, ils sont implantés quand même dans 17 pays. Ils ont installé plus de 410 robots un peu partout, 20 personnes, 17 pays d'implantation, 30 ans d'expérience. Estelle Lepape, qui est aujourd'hui dirige cette entreprise, avec Jean-Philippe Rousseau, le directeur technique, qui recherche, sont même freinés dans leur croissance, parce que justement, ils recherchent cette personne-là qui peut les accompagner. Donc, si vous connaissez un automaticien, vous faites suivre votre candidature à sébastien.no@miamibos.fr, voilà. Et je ferai suivre à Catel Ogor, qui est la recruteuse qui, justement, les accompagne dans ce recrutement-là. Parlons. Maintenant de la responsabilité sociétale Voilà. des entreprises, parce Voilà. que c'est là le cœur du débat, on va dire. Alors, c'est une démarche. Qu'est-ce que c'est la Alors, RSE La RSE, c'est une exactement démarche volontaire. Ouais. Au sein des entreprises, donc, se développe depuis 2010. La norme ISO 26000, Ah, hein, Catherine, ouais, la fameuse.
Donc, c'est la fameuse. Donc, ça a été mis en place aussi, je vous parle souvent d'entreprises qui ont du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes talents qui recherchent aussi des entreprises où il y a du sens, où il se passe quelque chose. Et donc, cette RSE, il contribue grandement. Par exemple, on va mettre en place dans les entreprises le recyclage des déchets. D'accord ? Ça peut être ça peut être, on en parlait tout à l'heure en coulisses, ça peut être la parité aussi en termes de salaire. Donc, il y a énormément de thèmes qui sont mis sur la table. Donc, comment ça se passe ? Alors, on commence par quoi quand on veut mettre en place une démarche RSE? Parce que c'est quand même vaste. Exactement. On va faire un état des lieux. Donc, c'est très pragmatique. Hein. On va faire un état des lieux. Donc, il y a 7 questions centrales. Cette norme ISO 26000 va vous aider justement à avancer. Donc, c'est 7 questions. C'est tout ce qui est gouvernance et organisation, tout ce qui est droits de l'homme. Donc, on en revient sur les égalités. Les relations et conditions de travail. Donc ça peut être des démarches aussi, par exemple, de covoiturage. Je connais des sociétés, par exemple, qui prennent aujourd'hui des trottinettes électriques à disposition des salariés pour les faire venir. C'est l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, les communautés et développement local. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on passe sur ce qu'on appelle une stratégie, avec, toujours de manière très pragmatique, un plan d'action, une fois qu'on a vu ça. Donc, soit il y a une personne qui est vraiment responsable de ce RSE au sein de l'entreprise. Ce métier-là se développe de plus en plus. Hein. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Il y a une véritable appellation, responsable RSE. Exactement, comme le métier d'API Manager. C'est des nouveaux métiers qui aujourd'hui... dans les entreprises libérées, ce qu'on dit libérées. Exactement. Donc là, on va mettre en place un dispositif de pilotage. On va mettre des indicateurs, ce qu'on appelle les KPI. Et... Oui. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est les... Alors, qu'est-ce que c'est, les KPI? C'est quoi? Éclairez-nous, parce qu'on ne sait pas, nous. Alors, moi, je sais, mais tu vas c'est les dire. Key Process... Interrogation. Voilà. Non, mais à chaque fois, je cherche sur l'anglais parce que j'ai un anglais déplorable, donc c'est pour ça. Elle vous taquine. Ce sont des outils. Ce sont des outils, oui, tout Très simplement. On va mettre des pratiques. indicateurs à chaque étape. On gère ça comme un chef de projet. Voilà, mois 1, mois 2, et ainsi de suite, avec des indicateurs. Et une fois qu'on a construit ces indicateurs, donc tout ce qui est économique, indicateurs sociaux, environnementaux, on va communiquer, c'est la dernière phase du RSE, et on va valoriser ce qu'on a fait au sein de l'entreprise, justement dans cette action-là. Globalement, justement, c'est une démarche qui valorise l'entreprise. Elle sort du lot de cette façon? Elle sort du lot. De manière implicite, ça va attirer les talents. Parce qu'encore une fois, les candidats aujourd'hui cherchent des entreprises où il y a du sens. Si je vais postuler dans une entreprise où je sais qu'il y a justement un RSE qui va dans ce sens-là, moi, ça va m'attirer. Il y a énormément de jeunes sur ces plans-là qui sont attirés par ces entreprises-là, qui font cet effort et qui vont dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on les voit, les entreprises, les unes après les autres, rentrent dans ce système. Merci Sébastien. Pierre-Marie, il y a de plus en plus d'entreprises justement qui sont dans cette démarche de responsabilité sociétale. Oui, tout à fait. C'est un grand axe de développement au niveau des entreprises. On voit également, à nouveau dans le domaine des déchets, je vais parler du domaine que je connais bien. Dans le domaine des déchets, par exemple, le réemploi, la réutilisation, qui était il y a encore 10-15 ans principalement occupé par Emmaüs, par exemple, des choses comme ça. Maintenant, se développe de plus en plus. Les collectivités locales aussi s'emparent du sujet. Et puis, il y a des entreprises qui répondent, qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui développent justement des activités qui ont du sens, tout à fait. qui se développent de plus en plus. Donc, et globalement, les entreprises font de plus en plus attention à leur démarche environnementale. On en parlait tout à l'heure sur l'emballage plastique. L'emballage plastique, la bouteille avant pesait une dizaine ou une quinzaine de grammes, et cette bouteille s'allège de plus en plus pour pouvoir justement peser moins au niveau de l'environnement. Alors, on va aller plus loin en termes de valorisation des déchets, justement, puisqu'on va suivre Billy qui s'est rendu dans un centre de tri d'emballage ménager en Bretagne. Billy, c'est à vous. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvain, ça va bien? Bonjour, ça va? Alors, nous sommes aujourd'hui chez Paprec. Tout à fait. Paprec, what is this? Qu'est-ce que Paprec? Racontez-nous un petit peu. Alors Paprec, nous sommes une entreprise de collecte, de tri et de recyclage des déchets. Donc on est un groupe aujourd'hui national. Et sur Rennes, plus spécifiquement, on est en charge du tri des déchets ménagers, de la collecte sélective, vulgairement les sacs jaunes. Voilà. D'accord. Alors les déchets, forcément on les met tous de côté, parce que nous on met tout dedans, le plastique, le ferraille, etc. Vous en faites quoi après de ces déchets-là? Nous, quand ça arrive chez nous en mélange, on a tout un process innovant, puisque c'est une usine qui a un petit peu plus de 2 ans. C'est Ça va- c'est tac, 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 les machines. En effet, on est vraiment dans une phase industrielle, enfin en tout cas d'industrialisation de ces métiers-là, de tri des collectes sélectives. Vous recevez combien de tonnes? Je ne sais pas si c'est en tonnes par jour ou par an. Alors, de produits. On parle en tonnes, puisque sur l'année, on a une capacité de 60 000 tonnes par an. Donc, Ah oui, voilà, sachant 60 000 tonnes. C'est ça. Donc
Donc, sachant que le territoire de Rennes Métropole, pour donner une équivalence, ça représente 25 000 tonnes. Donc on est capable d'aller chercher d'autres flux également autour du territoire. Alors les produits, donc ils sont là, ils sont triés, on a vu tout à l'heure. Et vous en faites quoi après? Parce que là, j'ai vu qu'on mettait les bouteilles blanches avec les bouteilles en canettes, etc., tout ensemble. Pour faire simple, sur le tri, on a 3 grosses étapes. On a une étape de pré-tri, où là on a des agents qui vont enlever tous les encombrants qui sont vraiment des erreurs de tri. On peut retrouver du bois, des parpaings, des fois des choses un peu... Une poussette, par exemple. Oui, il y a des choses des fois qui sont un peu exotiques, si je peux dire, et qui sont vraiment des vraies erreurs de tri, mais aussi des gestes d'incivilité. Et puis après, on est vraiment dans une phase d'automatisation, c'est-à-dire qu'on a une étape de tri mécanique où on va trier les objets par forme, par taille, et ensuite on a une étape de tri optique. Donc c'est là la plus grosse étape aujourd'hui, et c'est ça qui est innovant dans ce process de tri, c'est qu'on a 10 machines de tri optique qui vont séparer les différents produits avant un dernier contrôle qualité par des opérateurs, en gros, des agents. C'est un gros œil, une grosse caméra qui va venir pouvoir, elle, sélectionner tout ça, quoi. Alors en fait, on fait une analyse de ce qu'on appelle un spectromètre d'un produit. Donc on va envoyer, pour faire très simple, on va envoyer un rayon lumineux sur l'objet, et en captant la réfraction de cette lumière-là, on va l'analyser et on est capable de déterminer la composition de l'objet. Voilà. Bon, super. Et ça va très très vite. Ah oui, on a vu tout à l'heure, c'était impressionnant. Moi, j'ai jeté une bouteille dedans, là, ça part à une vitesse folle, c'est un truc de folie. Une fois qu'on a pu faire la séparation entre les différents produits, en effet, nous ici, sur le site de Rennes, on ne fait pas directement du recyclage, on envoie ces produits-là dans des usines qui sont spécialisées, donc matière par matière. Donc on a différents exemples devant nous là, de produits. On voit par exemple... J'ai vu tout à l'heure, on a vu là voilà, ici on voit par exemple que pour les bouteilles en plastique, ce qu'on appelle PET, donc polyéthylène, ben là on envoie les produits chez un recycleur. Qui va faire des oreillers. C'est un exemple, mais... C'est génial. C'est génial, voilà. Mais, donc 20 bouteilles font un oreiller. C'est ça. Mais il faut savoir également qu'avec une bouteille d'eau, on peut refaire aussi une bouteille d'eau. Voilà. Donc nous, on a bien compris qu'il fallait absolument valoriser nos produits, c'est-à-dire bien trier demain. Et d'ailleurs, justement, est-ce que nous, aujourd'hui en France, est-ce qu'on est des bons élèves ou pas par rapport au tri sélectif? Alors aujourd'hui, on a encore beaucoup de progrès à faire sur le tri de la collecte sélective. D'accord. Mais pour vous donner un exemple très simple, aujourd'hui, sur une bouteille sur deux, une bouteille comme on voit devant nous, n'est pas captée par la collecte sélective. Ça veut dire qu'il y a une bouteille sur deux qui n'arrive pas dans le sac jaune ou dans le bac jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'on la met directement dans les déchets, quoi. Elle n'est pas en tout cas dans la collecte sélective, donc elle est forcément dans une filière qui n'est pas la bonne. Faute des consommateurs, c'est bien ça? Faute des consommateurs, je veux jeter la pierre à personne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a encore des progrès à faire en termes de taux de captage. Peut-être aussi des consignes. Une bouteille sur deux. Une bouteille sur deux. Bon, eh ben, je crois qu'on a bien du boulot. Eh ben, merci beaucoup Sylvain. On fait attention et on a bien dit attention, les bouteilles plastiques au recyclage. Au recyclage, le bac jaune. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup Billy. Oui, il y a encore du boulot comme il le disait. Hein. Alors par exemple, les matériaux qui sont trop souillés, on évite de les mettre ou pas? Enfin, quelle est l'attitude à adopter? Alors tout à l'heure on parlait du pantalon. Si le pantalon par exemple il y a de la graisse de vélo ou alors il est absolument trempé, etc. Et voilà, il faut éviter effectivement de le mettre dans le bac. Pour les vêtements, mais pourquoi? Parce que, et on l'a vu là dans l'exemple, ici on est sur les emballages ménagers, mais pour les vêtements, ça passe aussi par une usine de tri avec des gens qui vont séparer les différents vêtements. Pardon. Une usine de tri, c'est ça, c'est des vêtements et des hommes. Voilà, exactement. Enfin, des machines, c'est un doux mélange entre des machines et des hommes. On l'a vu tout à l'heure, il y a des machines super, là ça souffle partout, mais il y a des hommes derrière qui font finalement du contrôle qualité. Pour les vêtements, c'est pareil. Alors vous imaginez bien que si le vêtement est souillé, il est impropre, etc., c'est vraiment pas agréable du tout de travailler dans ces conditions. Est-ce qu'on rince les pots de yaourt, par exemple? Alors, le pot de yaourt, non, c'est pas utile. Non. Alors, en général, le pot de yaourt, quand on mange un yaourt, on le finit. Donc, il suffit de le racler. Il est inutile de laver ses emballages ou alors de laver la boîte de conserve de sardines, etc. Parce qu'on finalement, c'est utiliser de l'eau pour au niveau environnemental, c'est pas très très cohérent. Il suffit de racler ses emballages et de les mettre ensuite dans la poubelle jaune, le sac jaune ou le bac qu'on a chez soi. D'accord. Alors avant d'évoquer avec vous les technologies du recyclage, on va écouter la question selfie du jour d'une téléspectatrice. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'habite à Aradon et je souhaiterais savoir où vont effectivement les déchets que nous recyclons, que ce soit dans les zones de tri pour les verres, les vêtements notamment, le papier, etc. Voilà, merci. Alors, les technologies de recyclage évoluent, quel que soit le domaine, en fait. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de la bouteille plastique. Jusqu'à il y a 5-10 ans, la bouteille plastique était recyclée pour fabriquer de la fibre textile.
pour faire du rembourrage d'oreiller, ou alors des t-shirts, de la laine polaire, etc. Et puis depuis 5-10 ans, la technologie du recyclage a évolué et maintenant on peut refabriquer une bouteille à partir d'une bouteille. On est dans le 1 pour 1, on utilise ce terme-là. Ouais. Donc c'est un exemple concret de l'évolution de l'industrie du recyclage. Alors c'est vrai qu'on peut être parfois surpris selon les communes. En Bretagne, hein, c'est assez facile de trouver des exemples. Dans certaines, on met le pot de yaourt dans la poubelle classique. Je suis choquée par ça. Désolée, ça me fait mal. Et puis dans d'autres, on met dans la poubelle de recyclage. Qu'est-ce qui explique ces différences entre les communes? Alors, ce qui explique, c'est très simple. C'est-à-dire que jusqu'il y a, on va dire, 5-10 ans, on ne recyclait et on ne triait que les bouteilles et les flacons. Et déjà, on n'en trie pas assez, puisque, comme on l'a revu aussi dans le reportage, il y a seulement une bouteille sur deux qui est triée par l'habitant et qui le met bien dans le bac jaune. Depuis 5-10 ans, on travaille sur l'extension des consignes de tri plastique. C'est-à-dire que on n'est plus seulement sur les emballages et les flacons, on va travailler maintenant sur la barquette de viande, sur le pot de yaourt, vous en parliez, et sur le film souple, par exemple le film souple qui emballe le pack d'eau, par exemple. Ça nécessite une grande transformation au niveau des unités de tri et des centres de tri. On en a vu un aujourd'hui, celui qu'on a vu tout à l'heure, il est très automatisé. Il est en mesure de trier les pots de yaourt, etc. C'est pour ça qu'à Rennes, on peut le faire. Sur d'autres endroits, les centres de tri sont en train de se moderniser, donc ça va venir. De toute façon, pas d'inquiétude. Il y a presque une obligation réglementaire. On doit étendre le geste de tri sur l'ensemble des plastiques d'ici 2022. Donc encore un peu de patience, ça va arriver. En Bretagne, on est à environ 2 habitants sur 3 qui sont en mesure de mettre véritablement le pot de yaourt dans le bac jaune. Et puis le dernier habitant sur 3, ça va arriver dans les quelques années. Donc d'ici 2022, il y aura une uniformisation Tout à fait. Au niveau du territoire national. Tout à fait. Je n'ai toujours pas compris, les bouteilles plastiques oreillées. C'est-à-dire qu'on dort sur du plastique ou... Non, mais... Il y a certaines fibres de rembourrage effectivement, qui sont d'origine plastique, d'origine le pétrole, tout à fait. D'accord, je pensais dormir sur des plumes. C'est pas que la plume. Vous dormez sur du pétrole, c'est pas rassurant. Vous martelez, vous, à l'ADEME, un message qui va bien au-delà du tri, Pierre-Marie, et ça, c'est important pour vous. Alors, c'est effectivement très important. Je reviens sur le chiffre de tout à l'heure, 680 kilos par an et par habitant breton. Ça fait 2 kilos de déchets produits par jour. Presque 2 kilos, c'est énorme, c'est énorme. Nous, le message effectivement qu'on diffuse depuis maintenant de nombreuses années, c'est le meilleur déchet, finalement, c'est celui qui n'existe pas. C'est-à-dire que quand on est devant un objet et puis qu'on se pose la question de savoir est-ce que je le trie ou est-ce que je le mets, la partie est presque déjà perdue puisqu'on a un déchet dans la main. Ouais. Donc, le but du jeu ici, c'est bien de réfléchir, et notamment ça passe par l'acte de consommation, comment je consomme. Consommer durablement, consommer localement aussi, c'est important. D'ailleurs, ça va un petit peu dans le sens aussi de la thématique de votre émission. C'est comment je consomme pour finalement produire moins de déchets. Alors, j'ai apporté un petit exemple. Je reviens sur le coton-tige. Donc, voilà le petit coton-tige. Ouais. Et puis là, je vous présente un petit cure-oreille. Voilà, ici. Alors, bien souvent, on dit que l'environnement, ça coûte cher. Pas forcément. Regardez, le coton-tige, le paquet de coton-tige, ça coûte en moyenne 1 euro, 1,50 €. Ça, je l'ai acheté, 3 € en pharmacie. C'est-à-dire qu'au bout de 2 paquets de coton-tige, on a remboursé son cure-oreille. Et on est sur un objet beaucoup plus durable et qui ne produit pas de déchets. Voilà, donc ça passe par des petits gestes pour l'environnement que chacun d'entre nous est capable de faire. C'est bien ça? Bon, alors tous à son cure-oreille, on va tous aller en chercher un. On va tous aller en acheter un après cette émission. Merci beaucoup Pierre-Marie d'avoir été avec nous. On va retrouver le professeur Thibault tout à l'heure pour parler de dénutrition. Avant cela, si vous voulez bien, je vous propose de découvrir justement une technique utilisée en EHPAD à Besançon qui fait l'expérience du manger-main pour inciter ses résidents à retrouver l'appétit. Le manger-main, qu'est-ce que c'est? Bien la réponse tout de suite. Manger avec les mains, un réflexe que l'on interdit aux enfants mais qui dans certains cas permet de manger mieux. Dans cette EHPAD de Besançon, ils sont une dizaine de résidents à en faire l'expérience depuis 6 mois. 2 fois par semaine, le repas est servi en petits cubes dans les assiettes et sans couvert. Il y en a beaucoup qui ont du mal à avoir le geste avec le couvert et du coup forcément de les voir manger seuls, autant pour eux que pour nous. Ils mangent mieux, Oui. Ils mangent mieux, de meilleure quantité et leur repas se passe beaucoup mieux. Car le finger food ou manger main n'est pas un jeu, mais un moyen de lutter contre la dénutrition qui touche 30 à 40% des malades atteints par la maladie d'Alzheimer. C'est des personnes qui s'alimentent moins, qui sont carencées en protéines, qui mangent
en dessous de leurs besoins en fait, habituels et ça entraîne des pertes de poids, des pertes d'autonomie, des escarres. Est-ce que vous mangez plus facilement avec les mains? Oui, Avec les couverts, c'est difficile? un peu. En entrée, on a des concombres au fromage de brebis. Pendant le repas, le chef cuisinier explique aux familles des résidents les bienfaits du manger main qui n'a aucune limite. Tout aliment peut être ainsi mis en cube. Si c'est un fruit au sirop qui doit être cuit, on pourra cuire de la gélatine avec, les remouler, les reformer, les découper et trouver la bonne texture pour que le produit soit mangeable, très mou, mais en même temps qu'il y ait une certaine résistance pour qu'il soit préhensible correctement à la main. Fort de ces résultats positifs pour les résidents, l'expérience sera étendue à d'autres établissements et plus souvent dans la semaine. Manger bien, ce n'est pas forcément avoir un bon coup de fourchette. Une technique étonnante. Oui, puis on dirait de la nourriture de l'espace, là, un peu, avec des cubes de toutes les couleurs, des choses comme ça. J'espère que mon neveu ne verra pas quand même ce reportage, parce qu'on essaye de l'inciter à bouffer avec les fourchettes, les couverts. Mais sinon, oui, très joli. Allez, c'est un sujet très sérieux et mine de rien. Bonjour professeur Thibault. Vous êtes responsable de l'unité de nutrition du CHU de Rennes. Et la dénutrition, en fait, on ne le sait pas, mais c'est une pathologie extrêmement fréquente. Oui, c'est très fréquent, effectivement. Vous avez vu que dans le reportage, il mentionnait le chiffre de 30 à 40%. C'est ce qu'on retrouve dans tous les hôpitaux de France et au niveau international, hein, pas uniquement dans les EHPAD. Vous avez vu aussi par rapport au reportage que l'alimentation qui était servie à ces personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer nécessitait une fabrication particulière, une texture modifiée. On voit bien que derrière, il y a tout un art culinaire très important et qu'on ne peut pas manger main n'importe quoi non plus. Hein. C'est important que les aliments ne s'émiettent pas au moment où ils sont tenus dans la main. Et donc ça nécessite tout un art culinaire. Donc c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas que tout le monde fasse ça chez lui si ce n'est pas bien prévu et bien organisé en fonction de la maladie. Et c'est donc important de mener une journée de sensibilisation. C'est ce qui va se passer le jeudi 4 avril. Auprès de quel public menez-vous cette journée de sensibilisation? Quels sont ses objectifs? Alors cette journée de sensibilisation est sous l'égide de la Société savante, la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme et du collectif de lutte contre la dénutrition qui est né il y a 2 ans à peu près pour avertir la population sur l'importance de la dénutrition, qui est une maladie associée à une autre maladie, c'est ce qu'on appelle une comorbidité, et qui évolue indépendamment de la maladie causale. C'est-à-dire que si vous avez un patient, par exemple, qui a un cancer, il faut traiter la dénutrition en parallèle du cancer. Et donc notre but dans cette journée, c'est de sensibiliser à la fois le grand public, c'est-à-dire les patients et leurs accompagnants, leurs parents, les proches. Et les proches, bien sûr, et aussi les personnels de santé. Parce que, étonnamment, la dénutrition est encore sous-reconnue dans les hôpitaux. On considère qu'à peu près 4 à 7% des cas sont détectés, alors que c'est une maladie qui représente, comme on l'a dit tout à l'heure, 1/3 des patients hospitalisés. Par manque de formation du personnel? Par manque de soignant. formation, effectivement, il y a probablement un manque de formation. Donc, personnellement, j'enseigne la dénutrition à la fac de médecine depuis 3 ans. Personnellement, moi, en tant qu'étudiant en médecine, je n'ai jamais eu un seul cours sur la dénutrition. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être enseigné. Donc, on espère que les médecins du futur, dans 4 à 5 ans, seront mieux informés. Et c'est de la même façon pour le personnel paramédical. Quels sont les signes qui doivent t'alerter? Alors, le signe principal, comme c'est écrit là sur le diagramme que vous voyez ici, c'est la perte de poids. C'est une perte de poids, qu'elle soit involontaire ou non d'ailleurs. On considère qu'une perte de poids qui dépasse 5%, on exprime la perte de poids en pourcentage du poids de départ. C'est-à-dire que si vous perdez 5 kg, si vous passez de 100 à 95, c'est une perte de poids de 5%. Mais si vous passez de 50 à 45 kg, c'est une perte de poids de 10% qui va donc être plus grave. On considère qu'une perte de poids de 10% nécessite un traitement nutritionnel spécifique. Adapté. Alors justement, vous parlez de traitement. Est-ce qu'il existe des traitements ou alors ce sont des règles de nutrition à adopter? C'est pas un traitement médicamenteux finalement? Non, alors exactement, il y a plusieurs façons de faire. Le plus important presque, c'est la prévention. Donc, pour faire la prévention, il faut détecter les situations à risque. Alors, les situations à risque, c'est essentiellement la diminution de la prise alimentaire qui est très fréquente. Quand on a une maladie inflammatoire, qu'elle soit aiguë ou chronique, quand je dis maladie inflammatoire, une infection, un cancer crée une inflammation. Il y a une inhibition de la prise alimentaire qui se fait de manière physiologique. C'est comme un facteur de protection qu'on a acquis de notre évolution. On imagine bien l'homme préhistorique au fond de sa caverne. Si blessé,
ils devaient sortir pour aller chercher à manger, ils risquaient de se blesser encore plus et de mourir. Donc, il valait mieux qu'ils restent au fond de sa caverne, sans avoir faim, pour cicatriser de ses plaies. Donc, finalement, on a une diminution de la prise alimentaire qui, au bout d'un moment, crée cette perte de poids, cette perte de masse musculaire qui expose le patient à des risques, notamment des risques infectieux, des risques d'escarres, comme ça a été dit dans le reportage. Donc si on identifie ces situations à risque, on peut effectivement, chez quelqu'un qui mange moins, on peut regarder par exemple la taille de la portion de l'assiette consommée. Si elle est moitié moins que ce que c'est habituellement, on peut considérer cette personne à risque de dénutrition, et donc on peut essayer d'enrichir l'alimentation avec par exemple des protéines. Alors ça existe en poudre quand même en pharmacie, mais on peut faire ça de manière naturelle avec de la crème fraîche, avec du fromage râpé par exemple. Et puis, par exemple, faire augmenter la consommation de produits laitiers. Il y a notamment une technique qu'on va tester prochainement au CHU de Rennes qui consiste à fractionner l'alimentation. C'est-à-dire que si au lieu de donner 3 repas complets par jour, on pouvait donner des petits repas, mais qui finalement apportent les mêmes quantités d'énergie et de protéines, on arriverait à mieux couvrir les besoins nutritionnels des patients hospitalisés. Et donc, vous allez travailler sur cette thématique jeudi. Vous allez donc mener des ateliers au sein de l'hôpital ? Alors jeudi, ce que nous allons faire au sein de l'hôpital et dans à peu près une petite centaine d'hôpitaux en France, ça va être une journée nationale encore une fois, nous allons sensibiliser donc les soignants et les patients qui viennent donc par exemple pour une consultation au CHU. Il y aura donc des flyers d'information comme celui que vous venez de voir qui seront diffusés. Il y aura également sur les plateaux repas des patients, nous allons les informer aussi de cette journée pour l'importance de détecter cette perte de poids. C'est-à-dire qu'en pratique, il faudrait que les patients eux-mêmes se pèsent à la maison, c'est très important, toutes les semaines au moins. C'est ce qu'on recommande quand on a une maladie chronique, c'est un poids par semaine, que ce soit à l'hôpital ou à la maison. Et en cas de perte de poids qui dépasse les 5%, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais ce n'est pas un calcul mental si sophistiqué que ça. Si vous faites 70 kg, ça veut dire que déjà une perte de 3 kg doit alerter, par exemple. Donc ce n'est pas des pertes de poids majeures. Il ne faut pas attendre que ça se voit sur le visage avant de réagir. Parce que plus on prend le problème tard, plus c'est difficile de récupérer et toutes les conséquences, notamment néfastes, sont déjà arrivées. Et puis d'où l'importance du rôle des proches également qui peuvent alerter s'ils constatent tout à fait. Une Alors perte juste de poids. un petit mot, on parlait tout à l'heure des techniques. Il y a d'autres techniques que ce que j'ai expliqué de l'enrichissement ou le fractionnement de l'alimentation. Si on est vraiment face à un malade dénutri, on peut recourir à la nutrition artificielle et notamment par une petite sonde nasogastrique, pas forcément par voie intraveineuse, ça c'est plutôt ce qu'on réserve en dernier recours, mais on va essayer d'utiliser le tube digestif tant qu'on peut. Puis il y a aussi ces petites boissons enrichies que peut-être certains de nos téléspectateurs ont déjà les vues, boissons enrichies, ce qu'on appelle les compléments nutritionnels oraux qui peuvent être aider à améliorer la prise alimentaire des patients. Et il faut recycler la petite bouteille. Attention, une fois qu'on a fini la boisson. Probablement, oui, tout à fait. Oui, exactement. Oui, oui. Merci beaucoup, professeur Thibault, de nous avoir Merci à vous. renseigné sur cette journée nationale Mon poids, un indicateur de taille qui se tiendra donc le jeudi 4 avril dans les hôpitaux bretons, y compris au CHU de Rennes, bien entendu. On va maintenant, merci à tous les deux d'ailleurs, merci Pierre-Marie également, on va maintenant évoquer le SIDAction qui se tiendra ce week-end dans toute la France et on va se faire l'écho d'une avancée encourageante en matière de lutte contre le sida. Une équipe britannique vient de révéler un cas de rémission qui s'ajoute à un premier déjà obtenu avec la même méthode. Je vous propose tout de suite ce reportage de Maya Larguet, Pierre-Yves Salic et Jean-Christophe Duclos. Un deuxième cas de rémission, 10 ans après. Selon des chercheurs, un second malade du sida, soigné à Londres, ne montrerait plus aucun signe d'infection depuis près d'1 an et demi. Timothy Ray Brown, unique patient guéri du VIH jusqu'à ce jour, se sent moins seul. Je serais très content de rencontrer le patient de Londres. Je suis tellement heureux d'avoir un nouveau membre dans ma famille. Comme Timothy Ray Brown, le deuxième patient atteint d'un cancer du sang a été soigné grâce à une greffe de moelle osseuse. Le malade a reçu des cellules souches d'un donneur particulier. Ce dernier possède en effet une mutation génétique qui rend les cellules naturellement résistantes au VIH. Ces donneurs ne représentent que 1% de la population. Une avancée qui ouvre de nouvelles voies de recherche, mais reste exceptionnelle. C'est théoriquement une preuve de traitement très efficace. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas appliquer à l'immense majorité des cas ce genre de traitement, parce que c'est un traitement très lourd, très dangereux. Les personnes sont hospitalisées pendant
plusieurs semaines souvent. 37 millions de personnes sont infectées par le VIH dans le monde. Aujourd'hui, seuls les antirétroviraux sont efficaces. Un traitement à vie, mais qui ne fait pas disparaître le virus. Bon, bienvenue à vous, docteur Cédric Arvieux. Bonjour Sophie également. Je suis Mayou de l'ADIL, vous nous avez rejoint. On va faire un petit point sur le SIDAction qui se tiendra donc du 5 au 7 avril, docteur Arvieux. D'abord, on peut peut-être regarder le clip d'Appel aux dons et puis on en parle juste après. Dans la lutte contre le virus du sida, la recherche et l'accompagnement ont fait tellement de progrès qu'on finit par penser que le virus du sida ne touche plus personne, qu'il a disparu. Mais malheureusement, en 2019, le virus du sida est toujours là. Il infecte encore 6000 personnes par an en France. Et l'oublier le rend encore plus dangereux. Alors n'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner au 110 ou sur sidaction.org. Le virus du sida est toujours là. Avez-vous des chiffres à nous donner sur la Bretagne, docteur Arvieux ? Oui, on suit l'épidémie de façon assez précise. Donc actuellement, on suit à peu près 3500 personnes qui sont infectées par le virus VIH. Heureusement, la plupart de ces personnes-là vont tout à fait bien. Et on a à peu près une centaine de nouveaux cas par an de personnes pour lesquelles on découvre la séropositivité. L'épidémie en Bretagne n'est pas une épidémie très très forte, on va dire, mais comme c'est dit dans le SIDAction, c'est important de la surveiller et d'essayer de la limiter au maximum. C'est quand même toujours 100 cas de trop, évidemment, hein. D'où l'importance de la prévention. Quelle est la perception des jeunes face au sida ? Alors, c'est quelque chose de compliqué, la prévention en termes de VIH. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne santé sexuelle. Et une bonne santé sexuelle, c'est pas dans la crainte qu'on l'a. Donc, c'est un message qu'on essaye de faire passer. C'est-à-dire que avoir peur de la sexualité, c'est quelque chose qui est pas bon pour les jeunes et pas bon pour les vieux non plus d'ailleurs. Et donc on essaye de faire passer ce message qu'il y a beaucoup de possibilités de prévention maintenant, que c'est une prévention qui est différente d'une personne à l'autre. Chacun n'a pas besoin des mêmes préventions. Et la grande variété des moyens de prévention devrait permettre de faire à ce que chacun s'y retrouve et sans avoir peur du VIH. Le dépistage, c'est un outil fondamental pour contrôler l'épidémie également ? Oui, on n'est pas excellent là-dessus en France. On dépiste trop tard. C'est assez étonnant. Par exemple, presque la moitié des personnes qui découvrent leur infection VIH n'ont jamais été dépistées auparavant, alors que par définition, c'est des personnes qui sont à risque. Donc on pourrait imaginer que les personnes se sont déjà dépistées, et puis finalement, parce qu'elles ont pris des risques ou parce qu'elles prennent des risques, se découvrent séropositives. Or, on s'aperçoit que beaucoup de personnes n'ont jamais été testées. Ça dépend des populations. Chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, c'est plutôt 30% qui n'ont jamais été dépistés avant, mais qui est énorme parce que finalement on sait qu'il y a un risque important à ce niveau-là. Et par contre, chez les personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, on est plutôt à 70% des personnes qui n'ont jamais été dépistées alors qu'elles vivent dans un environnement à risque parce qu'autour d'elles, il y a des personnes qui sont de pays où il y a beaucoup de VIH qui circulent et un risque de contamination qui est plus important en France. Est-ce que les discriminations sont malheureusement toujours d'actualité, y compris en Bretagne ? Oui, en fait, c'est une maladie sociale aujourd'hui, le VIH, parce que les personnes qui sont infectées par le VIH, elles vont bien, la plupart. En tout cas, notamment, plus l'infection a été découverte tôt, plus les personnes sont traitées à des stades où elles n'ont pas de symptômes. Donc, c'est des personnes qui prennent 1, 2, 3 comprimés une fois par jour et qui mènent une vie parfaitement normale par ailleurs. Mais par contre, il y a ce poids social qui est massif et cette discrimination. On ne peut pas dire je suis infecté par le VIH comme on dit je suis diabétique, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Ou voilà, il y a un poids des années 80 lié à la question de la sexualité, lié à la question de l'homosexualité, de la toxicomanie, des images épouvantables du VIH qui persistent alors que les choses ont fondamentalement changé. Vous insistez sur l'importance de parler de la charge virale indétectable. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous. C'est très simple en fait. Les traitements permettent de faire à ce qu'il n'y ait plus de virus qui circulent. Comme on le dit, on ne guérit pas aujourd'hui, à part quelques cas extrêmement exceptionnels, on ne guérit pas le VIH. Simplement, le fait d'avoir un traitement permet de ne plus avoir de virus circulant et donc de ne plus transmettre. Alors ça c'est une révolution pour les personnes séropositives. C'est qu'il n'y a plus cette transmission, il n'y a plus d'évolution de la maladie quand on a une charge virale indétectable. Et quand on a déjà une maladie qui a évolué
Il y a une restauration des défenses contre les infections qui se met en place, mais c'est surtout qu'on ne transmet plus. On ne transmet plus par voie sexuelle, on ne transmet plus, par exemple, la transmission de la mère à l'enfant qui est extrêmement importante si on ne fait rien. On est à 25% si une maman séropositive, si elle ne prend pas de traitement, elle a un risque sur 4 de transmettre le VIH à son enfant. Si elle allait, elle a même un risque sur 2. Et aujourd'hui, le risque, c'est 0, en fait, avec les traitements antirétroviraux. Et puis, ce sera évidemment rappelé lors du SIDAction, qui se passe également en Bretagne du 5 au 7 avril. On trouve toutes les infos sur le site internet, sidaction.org. Il y a tout un tas d'animations. Tout à fait. Chez nous. Merci beaucoup, docteur Arvieux. Et vous parliez de plaisir, pardon Laurence, vous parliez de plaisir aussi, de ne pas avoir peur, mais c'est vrai que mettre sa ceinture de sécurité, ça n'empêche pas de profiter de la virée en voiture. Exactement. Donc la protection aussi, on ne dira jamais assez, ça n'empêche pas aussi de vivre sa sexualité sereinement et puis pleinement aussi. Et dans le VIH, on a plusieurs types de ceintures de sécurité qui sont adaptées à chacun. En plus, exactement. Super. Alors chacun sa ceinture. Chacun sa ceinture. Et tout le monde sera heureux. Et on signale également la diffusion ce soir d'un documentaire qui s'appelle Loïc Séropo indétectable, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce sera ce soir sur notre antenne après le soir 3. Voilà, on va maintenant parler avec vous de logement, Sophie. Vous êtes directrice de l'ADIL 35 et la fin de la trêve hivernale a sonné depuis hier, le 31 mars. Que signifie l'expiration de ce délai pour les locataires en difficulté avec des impayés de loyer ? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, un propriétaire bailleur qui aura une décision de justice dans sa poche, un jugement prononçant l'expulsion, pourra faire procéder à l'expulsion de son locataire par un huissier. Et si ce locataire refuse de quitter les lieux, il pourra même demander le concours de la force publique. Donc voilà, c'est quand même des décisions, enfin des événements un peu graves qu'on cherche à éviter. La trêve hivernale court en règle générale du 1er novembre au 31 décembre de chaque année. Et vraiment, 31 mars. Pardon, 31 mars de chaque année. Il y a beaucoup d'expulsions justement chaque année. On a 120 000 expulsions en France, selon décisions d'expulsion. Et parmi elles, 15 500 expulsions qui sont réalisées avec le concours de la force publique. Donc c'est vraiment l'étape ultime. On n'en a pas trouvé d'autres solutions préventives. En Bretagne, il y en a énormément également. Alors en Bretagne, on est un peu en dessous de la moyenne nationale puisqu'on a un taux d'expulsion pour 1000 logements locatifs de 6,1 contre 10,2 en France, en métropolitaine. On a à peu près 1100 décisions d'expulsion pour 400 000 locataires en Ille-et-Vilaine par exemple. Donc vous voyez, c'est un petit peu inférieur à la moyenne nationale. On a un taux de chômage qui est moindre, on a une situation économique plus intéressante. Et puis surtout, depuis longtemps, on a aussi des dispositifs partenariaux qui permettent d'accompagner les locataires et les propriétaires bailleurs aussi, parce que la situation, elle peut être délicate pour les deux parties. Donc pour le coup, ça permet effectivement de mettre au service de ces locataires et propriétaires des solutions, en tout cas les accompagner dans le règlement amiable de leur contentieux. Alors, vous allez nous dire justement quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour éviter d'en arriver aux extrêmes. Effectivement, c'est un ensemble de partenaires public et privé. On va retrouver dans les signataires des chartes contre les expulsions à la fois l'État, le département, mais également les huissiers, les avocats. On va retrouver des organismes d'information comme les ADIL, qui vont essayer effectivement de coordonner leur action autour d'une commission qu'on appelle la CAPEX. Alors, dans le logement, on a toujours beaucoup de cycles. C'est la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. Et les deux objectifs principaux poursuivis par ces actions partenariales, c'est d'une part agir le plus en amont possible des décisions de justice, parce que c'est un peu comme les déchets, tant qu'on n'aura pas de jugement prononçant l'expulsion et la résiliation de bail, eh bien on pourra éviter l'expulsion. Et si jamais effectivement le jugement est prononcé, essayer de trouver des solutions de relogement. C'est vraiment ces deux axes qui sont à travailler. D'accord. Donc on se rapproche évidemment de l'ADIL. L'Action Logement également propose un service d'assistance logement dédié aux jeunes de moins de 30 ans. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va avoir deux organismes un peu principaux. C'est le Fonds de solidarité logement qui va permettre donc de solliciter des aides
financières pour régler la dette locative. Et lorsqu'on est salarié du secteur privé ou jeune de moins de 30 ans, il y a effectivement, on peut se tourner vers Action Logement parce qu'ils ont des dispositifs d'aide à la résolution du litige et des dispositifs préventifs. Et puis surtout, ne pas hésiter à rencontrer le travailleur social qui se met à votre disposition dans le cadre d'une délivrance, d'une assignation. Les travailleurs sociaux, des bailleurs HLM parfois, ne pas hésiter à solliciter également les juristes de la DIL. On fera un point personnalisé avec vous et on arrivera à vous orienter vers une solution et en tout cas faire en sorte que vous puissiez défendre vos droits. Merci beaucoup Sophie Plumayou. Puis on retrouve toutes les infos sur le site de la DIL pour chaque département breton. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Catherine, juste 2-3 mots avant la fin. Mais écoutez, on a gagné au quiz déjà, ça c'est une bonne chose. On n'est pas si mauvais en quiz en fait sur le tri des déchets. Oui, et puis il y a plein de gens en effet, on l'a vu, qui peuvent aussi nous aider. Et puis je pense à ça, c'est pardon, j'ai rien. mais merci en tout cas pour vos actions. Et puis comme vous dites, de part et d'autre du contrat de bail, ça permet d'aider aussi les gens qui sont dans le besoin. Donc, oui, tout à fait, c'est des solutions difficiles. Ouais. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Nous attendons vos témoignages en vue d'une prochaine émission sur le contrat de mariage. Alors pour cela, rien de plus simple, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne où vous nous écrivez un petit mail à ecm.bretagne@francetv.fr ou bien vous nous appelez au 02 99 01 74 13. On se retrouve demain, mardi, nous ferons un zoom sur les pompiers. Et oui, on va continuer à parler d'aide et de solidarité. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Tout de suite, place à votre journal régional Kenavo.